Le 5 décembre 2018, suite à une invitation des Gilets jaunes de la Côte d'Azur, j'ai accepté, pour la première fois, de me présenter médiatiquement. Au départ, il était convenu que je devais rencontrer une vingtaine de personnes. Mais à quelques heures de ma présentation, on m'informait que ce serait une centaine de personnes qui seraient présentes. J'aurais pu tout simplement annuler ce rendez-vous. Mais par respect aux personnes qui avaient organisé ce rassemblement, j'ai accepté de venir leur parler. Ce fut un véritable défi, car j'ai malheureusement constaté que bon nombre de ces Niçois étaient à vif et étaient dans l'incapacité totale d'écouter ce que j'avais à leur dire afin qu'ils puissent comprendre ma démarche. Les jours qui suivirent, d'autres gilets jaunes ont essayé, en vain, de me discréditer en m'insultant au travers de l'Internet. À chaque message d'insulte que je recevais, en contrepartie, je recevais 10 autres messages d'excuses. Depuis lors, un rapport intelligent, respectueux et constructif s'est établi. Je tiens à présent à remercier les milliers de messages de soutien que j'ai reçus de toute la France. Bien que je savais que des millions de Françaises et de Français vivaient sous le seuil de pauvreté, je ne savais pas qu'il existait une telle misère dans mon pays. Parmi les messages que j'ai reçus, certains m'ont fait pleurer. Ce couple, vivant dans leur maison, affichant une température au mieux à 8 degrés. Cette maman qui pleure la nuit en cachette, de peur que ses enfants la voient, car elle ne sait pas comment elle nourrira sa famille, car le 15 du mois approche. Cet homme qui est à 80% handicapé, qui vit seul, qui est couvert de dettes et qui doit se cacher des huissiers, car il n'a pas les moyens de rembourser le prêt bancaire qui lui a permis d'acheter son fauteuil roulant. Il doit se déplacer vers des associations humanitaires pour récupérer un paquet de beurre, quelques pommes de terre et, s'il est chanceux, quelques légumes frais. Sans parler de tous ces sans-abri qui souffrent, mais seuls l'indifférence des élus les accompagne. Quelle misère! Et cette misère tue. Aussi, tous ces millions de Françaises et de Français qui travaillent à perte pour gagner suffisamment pour payer leurs impôts. Voilà la France aujourd'hui, une France qui souffre, une France qui pleure, mais une France qui se bat. Depuis le 17 novembre, les Gilets jaunes ont su, grâce à leur courage et grâce à leur détermination, monopoliser le pays. Mais le gouvernement n'a pas su répondre au mal qui gangrène notre pays. Trop occupé à essayer de sauver une République qui est en train de s'éteindre et qui ne répond plus aux principes et aux valeurs de notre démocratie. C'est pour cette raison que j'ai décidé de vous aider à retrouver une justice morale, sociale et financière dans notre pays, la France. Cette mission que je me suis donnée est une décision personnelle. Elle n'engage que ma responsabilité. À cet effet, je m'engage à apporter aux Françaises et aux Français l'expérience que j'ai acquise en tant que consultant auprès de pays étrangers. De par cette fonction,
j'ai pu apprendre l'alphabet étatique qui gère notre pays en dehors de nos frontières. Pas de commune mesure avec l'alphabet étatique qui est utilisé à l'intérieur de nos frontières. Je n'accuse pas le gouvernement français de malveillance envers les Françaises et les Français. Je m'interpelle uniquement sur le manque de compétences que les membres de notre gouvernement affichent à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières et qui coûtent très cher aux Françaises et aux Français. Notre gouvernement est peut-être trop occupé à entretenir des bonnes relations diplomatiques avec nos pays alliés, plutôt que d'entretenir des vraies relations humaines avec notre peuple. Beaucoup de personnes s'interrogent sur les documents officiels que Maxime Nicole a eu accès. En effet, ces documents à caractère sensible et hautement confidentiel ont été révélés pour attester de mes activités en tant que consultant auprès de pays étrangers. Je vous précise que ces documents ne sont pas en ma possession et appartiennent aux autorités compétentes, à savoir les pays avec lesquels j'ai été associé. Ce sont ces pays qui ont autorisé l'accès à ces documents. Ce sont ces mêmes pays qui aujourd'hui s'interrogent, comme moi, sur la politique de notre gouvernement. Ce sont ces mêmes pays qui soutiennent, comme moi, vos revendications. C'est pour cette raison que je suis aujourd'hui en mesure de vous annoncer qu'une restructuration totale de l'organigramme étatique de notre pays peut être réalisable en mettant les Françaises et les Français en priorité. À cet effet, 6 mesures peuvent être mises à exécution. Mesure numéro 1, augmentation du SMIC de 15%. Mesure numéro 2, baisse de 10% sur tous les carburants, y compris le fioul domestique. Mesure numéro 3, baisse de 50% de toutes les taxes sur les produits de première nécessité. Mesure numéro 4, augmentation du pouvoir d'achat de 5%. Mesure numéro 5, augmentation des retraites de 5%. Mesure numéro 6, aide supplémentaire de 150 € par mois aux handicapés. Aujourd'hui, dans les conditions existantes, notre pays n'a pas les capacités financières de faire face à la crise. Seul un changement radical des priorités gouvernementales à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières pourront concrétiser les mesures que je viens de citer et d'autres qui existent. À cet effet, 7 mesures doivent être mises à exécution. Mesure numéro 1, rétablissement de l'ISF. Mesure numéro 2, prélèvement à la source des multinationales. Mesure numéro 3, reconfiguration de nos opérations militaires. Mesure numéro 4, révision à la baisse du budget de la défense. Mesure numéro 5, réaménagement de nos engagements diplomatiques
au profit de la France. Mesure numéro 6. Fin aux accords qui favorisent en France un paradis fiscal pour les États arabes du Golfe. Mesure numéro 7. Sortie de l'Europe. L'impact des Gilets jaunes a été foudroyant. Sans structure, ce mouvement a su répondre à l'appel de toutes les Françaises et de tous les Français. Le gouvernement, très attentif à ce soulèvement populaire, était en haleine, mais la machine d'État préparait sa riposte. Sachant que le mouvement des Gilets jaunes n'a pas de structure et n'a pas de représentant officiel, il est plus facile, comme dit le dicton, de diviser pour mieux régner. Les Gilets jaunes, c'est avant tout toutes les Françaises et tous les Français, unis dans un même combat. Ce combat, aujourd'hui, doit être stratégique. Ce combat, aujourd'hui, doit représenter une force de frappe, non limitée au rassemblement qui tue, mais bien positionnée au sein d'une organisation puissante. Une organisation qui pourrait ainsi imposer un cahier des charges à notre gouvernement, une organisation qui ne réclame pas ses revendications, mais une organisation qui obtient ses revendications. Toute organisation doit obligatoirement être représentée par un ensemble de responsables qui élisent leurs représentants. Je voudrais maintenant m'adresser à toutes celles et à tous ceux qui ont perdu un membre cher de leur famille durant ces rassemblements. 10 personnes sont mortes. Le 12 octobre, cet automobiliste de 36 ans décédé. Le 17 octobre, cette jeune retraitée de 63 ans décédée. Le 19 octobre, ce motard de 37 ans décédé. Le 1er décembre, cet automobiliste décédé. Le 2 décembre, cette retraitée de 80 ans décédée. Le 10 décembre, cette femme de 21 ans décédée. Le 13 décembre, ce jeune homme de 23 ans décédé. Le 14 décembre, cet homme de 49 ans décédé. Le 14 décembre, cette femme de 44 ans décédé. Le 20 décembre, cet homme de 61 ans décédé. À vous les proches de ces victimes, je vous adresse mes plus sincères condoléances, mais plus encore. Je vous adresse tout mon désarroi face à cette situation. Je vous adresse toute mon immense peine. À vous, ses proches, je vous adresse mes plus profondes pensées de compassion face à la douleur que vous devez ressentir. Je n'oublie pas non plus les 1020 blessés. Comme je l'ai énoncé, ce combat aujourd'hui doit se positionner au sein d'une organisation puissante. Étant donné que les Gilets jaunes réclament la démission de M. Emmanuel Macron,
avant de pouvoir procéder à cette restructuration totale de l'organigramme étatique, les Françaises et les Français doivent en premier lieu obtenir la mise en place d'un référendum qui déciderait si oui ou non les Françaises et les Français veulent destituer M. Macron de ses fonctions de président de la République. Ce référendum n'est pas une attaque contre M. Macron, ni contre son gouvernement. Au contraire, ce référendum est une opportunité pour M. Macron, ainsi que pour son gouvernement, d'entendre la voix du peuple. Étant au service de l'État, c'est-à-dire au service de son peuple, seuls les Françaises et les Français ont le droit de décider de l'avenir de leur pays. Le gouvernement devra se plier à leurs décisions et accepter avec humilité le droit souverain de son peuple qui détient l'autorité suprême. Concernant le RIC, je propose qu'il soit revisité suite au résultat de ce référendum. Pendant la mise en place de ce référendum, je propose que des réunions de travail s'organisent afin de pouvoir structurer cette organisation. En effet, celle-ci devra optimiser l'ensemble des critères liés aux revendications pour établir une schématique de court, moyen et long terme. Cette organisation ne sera ni politisée, ni syndiquée. Elle sera l'assise d'un mouvement populaire où seuls les principes et les valeurs de la démocratie seront les garants de notre République. L'avenir des politiques semble circonscrit face aux réseaux existants qui aujourd'hui détiennent des banques de données qui influencent les institutions publiques détentrices de pouvoir, y compris tous les lobbies existants. Il s'avère que ces réseaux prônent la souveraineté du peuple face à l'exécutif. C'est pour cette raison que le mouvement des Gilets jaunes a été suivi de très près par ces réseaux qui soutiennent aujourd'hui l'ensemble des Françaises et des Français à obtenir gain de cause dans leurs revendications. Ces réseaux ne cherchent en aucun cas le conflit avec le gouvernement, mais parrainent l'égalité des droits dans notre société en donnant les moyens au peuple d'être reconnu comme faisant partie de l'exécutif. Cette évolution des droits de l'homme et de la femme est directement associée au futur de notre pays, qui reprend les principes fondamentaux de notre Constitution, à savoir une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, où la souveraineté nationale appartient au peuple. Je terminerai en vous disant que oui, vous pouvez reprendre l'espoir, que oui, des solutions existent pour pouvoir vivre sereinement dans notre pays, ou que oui, les vraies valeurs de la démocratie peuvent être mises en place, et que oui,
vous et moi puissions enfin vivre heureux et en paix dans notre beau pays, la France, que j'aime énormément. Unissons-nous dans cette même direction où la souveraineté du peuple régit notre République.